J'interviens ce soir sur un thème qui est un petit peu en continuité avec le thème que j'avais abordé la semaine passée, qui était la géopolitique de la Chine. Et ce soir, je voudrais avec vous, pendant cette heure-là, m'intéresser à un pays particulier qui est le Vietnam. Tout à l'heure, on a précisé que j'étais chercheur à l'ENS de Lyon. Plus particulièrement, je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut d'Asie orientale. Et dans ce laboratoire, je travaille particulièrement sur la ville de Saigon. Donc j'ai un intérêt, un tropisme pour le Vietnam qui est lié à mes recherches doctorales, puis mes recherches par la suite. Si ce soir on aborde ce pays par le biais géopolitique, parce que c'est intéressant et qu'il y a des enjeux, ce serait dommage de ne voir le Vietnam que du point de vue géopolitique. C'est un pays absolument fabuleux. Je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui y sont allées, mais je tenais à préciser que le Vietnam, au-delà de la dimension géopolitique de l'histoire compliquée que l'on connaît et sur laquelle je vais revenir, est un pays absolument extraordinaire. Alors, mon biais ce soir est d'entrer dans une approche géopolitique du Vietnam, en me penchant sur les caractéristiques qui font qu'au fond, il y a des dynamiques géopolitiques qui se développent dans ce pays. En faisant cette démarche, nous apercevrons que pour comprendre la géopolitique actuelle de ce pays, nous sommes obligés de nous pencher sur son histoire, et même son histoire sur le temps long, parce que les positionnements, les craintes, les représentations des Vietnamiens aujourd'hui sont liées à leur histoire, et particulièrement à la relation complexe qu'ils ont développée avec la Chine, qui est le voisin le plus proche, enfin, qui est un voisin proche, mais le plus important. Ça nous amènera à nous poser la question de l'état des relations entre ces deux pays aujourd'hui et le fait que ces relations provoquent pour le Vietnam ou génèrent chez le Vietnam des positionnements qui sont des positionnements géopolitiques tout à fait intéressants. Comme la dernière fois, je m'appuierai sur des cartes parce que je pense qu'elles sont très parlantes et qu'elles nous permettent de voir et de visualiser ce que nous voulons dire. Alors, juste une petite remarque sémantique. C'est vrai que j'ai utilisé le terme géopolitique. Je suis géopoliticien de formation, de métier également, mais je vois que le terme est souvent utilisé assez largement, voire parfois, de mon point de vue, galvaudé. Quand j'utilise dans le cadre de cette conférence, j'ai une idée assez précise, c'est-à-dire que j'entends que la géopolitique implique des rivalités sur un même territoire. Autrement dit, au moins deux acteurs, deux États, qui projettent un projet ou un regard géopolitique, d'ordre géopolitique, sur une ambition territoriale croisée sur le même territoire, ce qui les amène évidemment à interagir, et à interagir souvent de manière conflictuelle. Donc c'est cela que nous allons essayer de voir. Et une question qui se pose, parce que je ne voudrais pas démarrer de but en blanc sur la géopolitique complexe sans dire mais pourquoi on se pose question géopolitique au sujet du Vietnam et de quelle manière. Parce qu'au fond, une première manière d'aborder la géopolitique du Vietnam, c'est de dire le Vietnam est peut-être un acteur géopolitique autonome, c'est-à-dire qui a son propre projet et qui regarde son environnement et qui projette de déployer son influence sur tel ou tel territoire. Donc le Vietnam est-il un acteur géopolitique en tant que tel? A-t-il un projet géopolitique? Est-ce que c'est un projet qui est terrestre? Est-ce que c'est un projet qui est maritime? Ce sont des questions que nous allons aborder. Mais le Vietnam peut aussi être un acteur passif, c'est-à-dire se retrouver impliqué dans des dynamiques d'ordre géopolitique qui le dépassent, mais où il se retrouve lui-même concerné ou forcé de prendre position. Et ce que nous verrons, c'est qu'en fait, c'est un pays qui se trouve dans les deux situations. Qu'il a été dans son histoire et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation ambivalente d'être à la fois acteur et à la fois acteur passif et à la fois acteur actif. Je pense que d'ores et déjà on peut s'intéresser à la géographie de ce pays parce qu'elle est particulière et qu'elle nous permet de
de poser quelques postulats en nous disant, si on parle de géopolitique du Vietnam, on est peut-être fondé de le faire en regardant son territoire. Et ce qu'on constate en regardant la carte que je projette là, c'est que ce pays a des frontières avec un certain nombre d'autres pays, une frontière avec la Chine, dont on va reparler, mais également frontière avec le Laos, avec le Cambodge. Et c'est également un État qui a une particularité, il a une très très longue façade maritime. Et si on posait comme principe, avec beaucoup de prudence, que sur le plan géopolitique, la géographie dicte des conduites géopolitiques des États, on pourrait émettre quelques postulats en disant le Vietnam possède une frontière qui est significative avec la Chine au nord, donc nous connaissons la taille de la Chine, nous avons une idée de la taille du Vietnam, on va le voir, et on peut poser la question de l'équilibre qu'il peut y avoir dans les relations entre deux États qui, visiblement, sont extrêmement asymétriques, l'un étant très gros et puissant, et l'autre étant beaucoup plus réduit. Donc, on pourrait poser comme postulat géopolitique, rien qu'à l'étude de la carte, que le Vietnam aurait une relation marquée par une forme de dissymétrie avec la Chine. Nous verrons que ce postulat, nous pourrons le vérifier. Mais sans être spécialiste, ça pourrait nous frapper. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est le seul État d'Asie du Sud-Est continentale qui est largement ouvert sur la mer de Chine méridionale. On a vu cette immense façade maritime. Un autre postulat que nous pourrions, d'ordre géopolitique, que nous pourrions poser sur le Vietnam, c'est si le Vietnam a une aussi grande façade maritime, il doit être une puissance maritime. Un postulat que nous serons forcés d'invalider, en partie, en tout cas. Et puis, nous constatons qu'il a des frontières communes avec deux autres États qui sont, somme toute, de taille relativement similaire, enfin relativement, et on peut poser un troisième postulat que les relations sont peut-être plus équilibrées avec le Laos et le Cambodge. De fait, là encore, on verra que l'analyse nous montre que ce n'est pas le cas, ou que ce n'est que partiellement le cas. Donc, de tout ce que nous venons de dire, de manière introductive, on note et on remarque au moins une chose, c'est qu'il y a un potentiel d'ordre géopolitique qui est identifiable, qui est clair par une étude préalable de ce pays. Oui, ce pays présente, du point de vue géographique, déjà purement géographique, des caractéristiques qui, au moins, peuvent nous permettre d'émettre des postulats d'ordre géopolitique après les avoir analysés. Ce qu'on constate aussi, c'est que on a cité la Chine à la fois pour ce qui est donc des frontières terrestres. On a vu que le Vietnam a une frontière terrestre septentrionale avec la Chine, mais ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que le Vietnam donne sur la mer de Chine méridionale et que la mer de Chine méridionale a un certain nombre d'États riverains, et que parmi ces États, il y a à nouveau la Chine. Donc on s'aperçoit que la Chine présente pour le Vietnam, en tout cas, cette caractéristique d'être en interaction à la fois du point de vue terrestre et à la fois du point de vue maritime. Donc, la simple géographie, au fond, et les postulats d'ordre géopolitique que nous avons posés à l'analyse de cette carte géographique valident clairement notre choix, et mon choix en tout cas, de dire si je m'intéresse à la géopolitique du Vietnam, il faut que je m'intéresse à la relation sino-vietnamienne, elle doit être particulière. Donc, ayant posé ce postulat, je vais creuser pour voir effectivement s'il y a une particularité dans cette histoire entre la Chine et le Vietnam. Alors, avant de le faire, je passe quelques diapos. Alors, cette diapo, elle est, bon, je l'ai choisie, je l'ai trouvée sur Wikipédia, qui est un outil tout à fait intéressant, y compris pour les chercheurs. Pourquoi j'ai prise? Parce que je crois beaucoup que les cartes sont des représentations, elles montrent ce qu'on veut bien montrer, en fait. La carte, c'est le cartographe ou la cartographe qui la conçoit en fonction de ce qu'elle pense que la carte va montrer. Donc la carte est vraiment une représentation et en aucun cas ne fait état d'une réalité objective, c'est une réalité subjective. Même carte géographique, selon le territoire que j'ai voulu montrer, de la manière dont j'ai voulu montrer le territoire, ce que j'ai voulu mettre en exergue, etc. Et donc dans cette carte, qui est une production là aussi très subjective, on voit quelque chose, et c'est cette chose-là qui m'intéresse, c'est l'évidente dissymétrie entre ces deux États.
Et je ne lui demande pas autre chose, cet élément cartographique, que de laisser apparaître que, effectivement, il y a un état beaucoup plus important que l'autre, au moins en termes de superficie. Mais on y reviendra en fin de conférence. Les représentations en géopolitique, qui sont tout à fait subjectives, qui sont d'ordre de la manière dont l'individu, l'acteur, se considère, analyse la situation qu'il concerne, du point de vue géopolitique, ces représentations sont extrêmement importantes parce que ce n'est pas tant leur rationalité ou leur irrationalité qui peut nous intéresser, mais les positionnements d'ordre politique, voire militaire, qu'elles suscitent ensuite chez les acteurs. C'est en ce sens que les représentations en géopolitique sont importantes, et non pas la rationalité de la représentation en tant que telle. Donc on a là une représentation possible, tant du point de vue des Vietnamiens que du point de vue des Chinois. Cette carte-là n'a que pour intérêt de vous montrer donc l'Asie du Sud-Est dans son ensemble, et ce que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai dit de manière implicite, c'est-à-dire que le Vietnam est un État très particulier en Asie du Sud-Est, parce que c'est à la fois un État qui fait partie de ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est continentale, donc il est rattaché en fait au bloc continental asiatique, et en même temps il a cette ouverture maritime qui en fait un État qui regarde vers la mer. On n'a pas toujours regardé vers la mer, mais qui aujourd'hui regarde vers la mer. Et puis on voit cette différence entre l'Asie du Sud-Est continentale et l'Asie du Sud-Est insulaire, formée de tous ces États insulaires. Et la Chine, là aussi, avec ses situations très particulières, on a coutume de rattacher la Chine à l'Asie du Nord-Est, mais on voit que la Chine est aussi, d'une certaine manière, un État de l'Asie du Sud-Est, en tout cas intéressé, concerné par des problématiques en Asie du Sud-Est. Alors, c'est également une carte qui... le découpage, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour vous montrer combien les cartes sont subjectives, ou en tout cas témoignent de ce qu'on veut montrer. Ce que je voulais montrer, en fait, dans cette carte, c'est d'abord une forme de verticalité, qui est purement, évidemment, subjective, puisque la Terre n'étant pas plate, on ne peut pas parler de verticalité, mais ça nous montre qu'on a trois grands éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Un grand élément qui est la Russie, un autre qui est la Chine, et puis le Vietnam qui nous intéresse, qui se situe à l'extrémité méridionale de cet axe. Alors, ce n'est pas innocent de ma part, parce que je vais vous montrer là que dans la représentation globale que les Vietnamiens ont fait à un moment dans la histoire récente de l'environnement géopolitique, des risques et des enjeux et des opportunités, ils ont bien pris en compte le fait qu'il y avait deux super acteurs situés dans la partie nord, c'est-à-dire la Chine, et au-delà, la Russie qui, en même temps, fut l'URSS. Et ça a joué dans la manière dont les Vietnamiens ont compris leur géopolitique, ont développé eux-mêmes leur vision géopolitique. Donc, cette dernière carte d'ordre géographique, elle veut montrer quelque chose. Je ne vais pas aborder la géopolitique interne du Vietnam faute de temps, c'est-à-dire les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur du Vietnam entre les différentes ethnies qui forment ce pays. Il y a une ethnie dominante qui est celle des Kinh, et il y a des ethnies minoritaires qui se retrouvent à différents endroits du pays. Ce que je vous montrais là, c'est quelque chose qui apparaît évident quand on regarde cette carte, c'est qu'on sait que les populations ont plutôt tendance à se concentrer dans les parties basses, les territoires, à proximité du littoral le plus souvent, et qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins représentées dans les parties montagneuses et élevées des territoires. Et ce qu'on voit dans le Vietnam, c'est qu'on a une longue bande littorale qui est plutôt faite de plaines, effectivement, avec deux deltas qui sont extrêmement importants, le delta du Mekong au sud et le delta du fleuve Rouge au nord, et que c'est dans ces régions que se concentre l'essentiel de la population vietnamienne, et notamment l'essentiel de la population vietnamienne d'ethnie Kinh. Voilà, donc on n'ira pas plus loin là-dessus, mais sachez que la géographie nous permet aussi d'avoir ce type d'intuition que nous, évidemment, nous corroborons ensuite par le travail de terrain et par l'analyse de terrain, notamment pour ce qui est des populations d'ordre ethnologique et anthropologique. Alors, je voudrais maintenant m'intéresser à l'histoire, et l'histoire, elle se caractérise par ceci: une longue domination chinoise et une autonomisation à l'ombre de la Chine. Alors, le Vietnam, à l'origine, c'est ceci. C'est un royaume, celui du Van Nam, qui se trouve au nord même en tout cas à cheval entre l'actuelle
enfin, ce qui avait été appelé le Tonkin, c'est-à-dire le nord du Vietnam, à l'époque de l'Indochine, et une partie de la province actuelle chinoise du Guangdong. Donc ce terrain, cet espace, ce territoire, représente le berceau d'origine de l'ethnie qui va former l'essentiel de la population vietnamienne, qui est l'ethnie Kinh. Donc ce qu'on voit, c'est que, au fond, les Kinh sont d'abord, se sont d'abord développés au nord du pays actuel. Et les différentes dynasties qui se sont succédées ont créé un royaume qui s'appelait le Van Lang. Et ce royaume est tombé sous la coupe des Chinois, qui a été envahi par l'Empire de Chine en 111 avant notre ère. Et il a été conquis par les troupes de l'empereur Wu Dé, qui était un empereur de la dynastie Han, déjà. Cet embryon, enfin ce qui deviendra plus tard le Vietnam, cette province, est devenue une province de l'Empire sous le nom de Jiaote. Et ce nom a été plus tard transformé par les souverains chinois en Annam. Annam qui signifie le sud pacifié, ou dans le sens chinois, puisque c'est l'inverse, la pacification du sud. Et l'Annam a donné le terme que nous avons utilisé plus tard, notamment à l'époque de l'Indochine française, qui était l'Annam, qui a désigné la province centrale du Vietnam, la partie centrale du Vietnam. Et cette domination chinoise a été très longue, a été très importante, a eu des effets qui ont été extrêmement, je dirais, radicaux. Les Vietnamiens n'ont jamais perdu la perception de l'identité vietnamienne, qui était la leur. Alors même que, je dirais, l'imposition de la culture chinoise a été longue, a été répétée, et a profondément modelé la langue et la culture vietnamienne. Aujourd'hui, la langue vietnamienne comporte à peu près la moitié de mots qui sont des mots sino-vietnamiens. Donc on retrouve, quand un Chinois écoute un Vietnamien, ou l'inverse, il y a des mots qui ont des consonances ou des sens qui sont relativement proches ou similaires. Donc il y a eu cette caractéristique qui fait que la culture vietnamienne s'est trouvée profondément imprégnée de culture chinoise, mais en même temps la persistance qu'il y avait une identité vietnamienne et une spécificité qui devait être conservée, qui se conservait notamment à travers la culture orale, et qui a donné lieu régulièrement à des révoltes, des tentatives d'émancipation. Une des plus célèbres au Vietnam est celle des sœurs Trung, les Hai Ba Trung, les deux sœurs Trung qui ont mené une révolte contre l'Empire. Ces révoltes n'ont jamais cessé. Cette perception que les Vietnamiens étaient une ethnie différente, avaient une identité et aspiraient à une autonomie, a perduré pendant les 1000 ans de domination chinoise, et finalement cette dynamique s'est traduite par l'émancipation du Vietnam en 939 de notre ère, et l'imposition, car ça a été imposé à l'Empire, de l'autonomie de cette province qui est devenue un royaume tributaire de l'Empire. Donc il s'est séparé de l'Empire. Une séparation, une amputation que l'Empire chinois mettra plusieurs siècles à accepter, puisque ce nouvel état du Vietnam, qui s'appelle le Dai Viet, le grand Viet, a fait l'objet de plusieurs tentatives de reconquête, dont deux qui sont plus particulièrement importantes et qui sont retenues, à l'époque des Yuan, donc la dynastie mongole, au XIIIe siècle, et une qui a été extrêmement longue, dure, à l'époque des Ming, au début du XVe siècle. Mais ces tentatives sont soldées par des échecs. Elles ont contribué aussi à souder l'identité, les Vietnamiens autour de cette histoire de résistance réussie, et de faire émerger de grands noms de l'histoire du Vietnam, comme Chang Dao, qui est un des grands généraux, ou Nguyen Chai, qui est
Nguyen Trai en français, qui est un grand lettré, un grand chef politique des Vietnamiens qui a conduit la révolte et la résistance contre l'invasion des Ming au XVe siècle. Alors, on voit que tout au long de la deuxième partie du second millénaire, les relations avec la Chine vont progressivement s'apaiser. Donc le Vietnam va rentrer dans une logique d'État tributaire, donc versant tribut régulier à la Chine, reconnaissant la suzeraineté de l'Empire chinois sur le Vietnam, mais gardant sa propre autonomie et sa propre dynamique interne. Et cette émancipation progressive va se poursuivre et se doubler d'une prise de conscience de l'identité vietnamienne de plus en plus forte. Alors, j'ai quelques cartes. Ici, ça représente, à l'époque des Han, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'extension de l'Empire, et on voit qu'à ce moment, l'Empire, effectivement, c'est sa plus grande extension vers le sud, comprend cette partie qui correspondrait à une partie du Tonkin. Effectivement, donc c'est le Giao Tre, c'est le Vietnam appartenant à l'Empire. Ensuite, il y a la situation géopolitique, je dirais, au début vers la première partie du second millénaire et la suivante. On a le Vietnam qui s'est autonomisé, donc qui est représenté en vert pâle. Ce Vietnam cohabite avec un royaume, qui est le royaume de Champa, qui se trouve plus au sud, qui occupe ceux qu'on a connu, une partie qu'on a connue sous le nom d'Annam et de Cochinchine, enfin d'Annam plus exactement. Et ici, on a un empire très puissant, c'est l'empire puissant de la péninsule indo-chinoise pendant plusieurs siècles, c'est l'empire Khmer, dont il demeure aujourd'hui le Cambodge. Donc, le Cambodge est aujourd'hui l'héritier d'un empire qui fut l'empire le plus puissant de la péninsule indo-chinoise. Donc, telle est la situation, jusqu'à ce que se développe une dynamique que les Vietnamiens appellent le Nam Tien, c'est-à-dire la marche vers le sud. C'est une dynamique qui est à la fois économique, puisque c'est la mise en valeur des territoires, politique, puisque c'est de la mise aussi sous influence des royaumes, des États qui se trouvent aux alentours et dans la périphérie du Vietnam, et géopolitique, parce qu'il y a la vision derrière, la vision de l'extension, du renforcement de l'Empire vietnamien. Ce que montre cette carte, excusez-moi, elle n'est pas très lisible de loin, mais ce n'est pas tant, je le savais, et ce n'est pas tant l'objectif qu'elle soit lisible, qu'elle vous montre avec des couleurs différentes qui correspondent à des périodes différentes, cette avancée progressive des Vietnamiens sur des territoires qui ne sont pas initialement peuplés de Vietnamiens. Donc ils sont peuplés de Cham, donc c'est le royaume du Champa qui va entrer dans une longue période de guerre, pas réconciliation, mais de guerre et de paix avec l'Empire vietnamien jusqu'à son absorption définitive. C'est également des territoires qui sont des territoires peuplés de Khmer, et non pas de Vietnamiens, et avec le reflux de l'Empire Khmer, qui voit ces territoires petit à petit se vietnamiser avec l'arrivée de Kim, la mise sous influence des territoires, la mise sous influence politique, et puis ensuite l'intégration progressive de ces territoires à l'Empire vietnamien. Et on a là, on le voit, une vision de ce qu'est effectivement le Vietnam aujourd'hui. Quand nous voyons cette carte, elle nous est très familière. On se dit, oui, c'est tout à fait sa carte du Vietnam. Mais le Vietnam, comme d'autres royaumes dans l'histoire, on va commencer par le royaume de France, fait partie de ces acteurs ou ces États qui se sont progressivement étendus et ont progressivement acquis leur plénitude territoriale que nous connaissons aujourd'hui. Alors, intervient ce qui, dans la longue histoire du Vietnam, est une parenthèse, c'est-à-dire la présence française. Parce que la présence française, grosso modo, aura duré à peu près 100 ans, sur une histoire dont nous venons de voir, même si je l'ai parcouru extrêmement rapidement, je vous prie de m'en excuser, mais une histoire qui est plus que bimillénaire. Mais les Français arrivent, et la présence française va
va être tout à fait importante parce qu'elle va en fait permettre l'unification du pays et elle va permettre au Vietnam de s'émanciper totalement de la Chine. C'est un des éléments tout à fait importants de la présence française, puisque jusqu'au moment où les Français arrivent, si je simplifie, en 1859, ils prennent pied physiquement dans la région de Saigon. Et on a là un processus qui va s'étaler sur 3 décennies, un peu moins de 3 décennies, qui va finalement avoir pour conséquence la création de ce qu'on a appelé l'Indochine française, c'est-à-dire, je vais mettre une carte, c'est-à-dire donc une colonie, la Cochinchine, et 4 protectorats. Le protectorat du Cambodge, le protectorat du Laos, le protectorat de l'Annam et le protectorat du Tonkin. Donc on a cet ensemble qui représente ce que nous connaissons sous le nom générique de l'Indochine française. Et la présence des Français va, au moins politiquement, avoir au moins 2 conséquences. La première, c'est que les Français vont s'opposer aux Chinois. Et jusqu'au début des années 1880, la Chine va essayer de contester la présence française sur un territoire qui relève, du point de vue des Chinois, de la suzeraineté de Pékin, et non pas de la France. Et donc, le traité de 1885 va imposer, en fait, aux Chinois le fait que les Français sont dorénavant la puissance suzeraine et la puissance qui représente les intérêts du Vietnam. Donc on a là, à la fin du XIXe siècle, le Vietnam est arraché à l'orbite politique chinoise et intègre pour un temps l'orbite politique française. C'est une première conséquence tout à fait importante et qui va être extrêmement, je dirais, a posteriori, extrêmement utile pour le Vietnam. Et puis, la deuxième conséquence concerne le Cambodge. Elle est moins connue. Nous avons vu tout à l'heure le processus de Nam Thien, donc d'avancée, d'appropriation progressive des territoires. Et le Cambodge, à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, se trouve dans une situation extrêmement délicate, puisqu'on a vu que le Cambodge est le résidu de l'Empire Khmer, mais il est sujet à la fois à une forte pression du royaume du Siam, donc la Thaïlande aujourd'hui, et à une pression parallèle de la part de l'Empire vietnamien. Et le Cambodge est en fait en voie de disparition, en tant qu'État ou quantité autonome. Et l'arrivée des Français va figer cette situation et va finalement préserver la pérennité du Cambodge, puisque le roi du Cambodge va demander le protectorat français de façon à diminuer la pression qu'exercent les voisins sur le royaume. Donc c'est une deuxième conséquence de la présence de l'arrivée des Français, cette stabilisation d'une situation qui continue à être en évolution du point de vue de l'avancée territoriale des uns et des autres. Donc on a là disons, les prémices, ce qui va permettre l'émergence du Vietnam indépendant, qui va intervenir à l'issue de la guerre d'Indochine. Donc guerre d'Indochine que dans notre histoire et dans notre inconscient, nous avons encore à l'esprit. Donc ce que représente cette carte, c'est effectivement les 5 composantes de l'Indochine française. Et ces 5 composantes vont finalement, à l'issue de la guerre d'Indochine, avoir pour conséquence la création de 2 entités du côté vietnamien, c'est-à-dire le Nord-Vietnam, la République socialiste du Nord-Vietnam, du Vietnam, et le Sud-Vietnam, la République du Vietnam, et puis la création, l'autonomisation du Cambodge en tant que royaume et du Laos. Alors la carte que j'ai mise là, c'est l'Indochine en 1954, donc on est au moment où va se créer la situation politique qui va perdurer de 1955 jusqu'à 1975, donc la création des 2 Vietnams. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une carte militaire en fait, militaire, qui veut montrer l'état des rapports de force militaires. Et on voit que la situation est déjà extrêmement compliquée pour les autorités françaises à ce moment-là, puisque elles ne maîtrisent réellement, en 1954, on est au moment où va intervenir la bataille de Dien Bien Phu,
que les zones qui sont les zones urbaines importantes, c'est-à-dire Hanoï et la large région autour de Hanoï jusqu'à Haiphong, la région de Saigon et une partie du sud du delta, autour de la ville de Canton, et la partie littorale qui se trouve autour de la ville de Hue. Donc on est là sur les trois grandes villes du Vietnam, c'est-à-dire Hanoï, Hue au centre et Saigon au sud. La bataille de Dien Bien Phu, qui était un pari militaire, mais qui est un pari qui a été un échec, va obliger en fait la France, à l'époque c'est Pierre Mendès France, qui est Premier ministre, à négocier les accords de Genève en 1954, qui vont avoir pour conséquence donc la création et la division du Vietnam, et vont ouvrir la voie de toute façon à ce qu'on appelait la guerre du Vietnam, qui a suivi la guerre d'Indochine, et qui a opposé sud-vietnamiens et américains et leurs alliés d'une part, et nord-vietnamiens et leurs alliés, d'abord chinois et ensuite russes, d'autre part. On va y arriver. Alors, avant d'entrer dans la guerre du Vietnam, tout à l'heure je vous ai dit que l'acteur était à la fois en géopolitique actif et passif. Et on voit bien que dans cette histoire du Vietnam qu'on a vue jusqu'à présent, on a bien cette dualité, où le Vietnam est tantôt se trouve pris dans des dynamiques qui le dépassent. Par exemple, à l'époque, au début de l'époque coloniale, de la présence française, autonomise lui-même sa propre dynamique géopolitique, ce qui va être le cas du Viet Minh, par exemple, qui est une expression finalement de géopolitique vietnamienne qui se développe à l'encontre de la présence française. Au cours de la guerre du Vietnam, on va avoir une autre situation, c'est-à-dire qu'on va avoir deux Vietnams qui vont s'affronter. On parle souvent de la guerre des Américains contre les Vietnamiens, c'est la guerre des Sud-Vietnamiens et des Américains contre les Nord-Vietnamiens. On est véritablement dans un contexte de guerre civile, même s'il y a des partisans du Nord-Vietnam qui sont présents au Sud-Vietnam, qu'on appelle donc les Viet Cong. On est dans un contexte qui est un contexte de guerre civile et de représentation de projets politiques qui sont tous deux radicalement opposés. Alors, cette guerre du Vietnam, je n'ai mis qu'une diapositive parce qu'elle est très connue et ce n'est pas l'objet peut-être de notre intervention ce soir. Là aussi, c'est décrit en petit, mais je m'en doutais bien, mais ces dates sont simplement les dates marquantes de l'intervention américaine au Vietnam. Donc ça démarre en fait vraiment symboliquement à partir de ce qu'on appelle l'incident du golfe du Tonkin en 1964, c'est-à-dire le 2 août 1964, les deux destroyers américains font l'objet d'une attaque de la part de 3 torpilleurs nord-vietnamiens. Alors, les Américains ont toujours soutenu qu'ils étaient dans les eaux internationales, au large de Haiphong. Les Nord-Vietnamiens considèrent que non, mais symboliquement, on a là le point de départ de l'intervention, c'est-à-dire ce qui va justifier, du point de vue de Washington, l'intervention directe des soldats américains sur le territoire vietnamien. Donc toute cette présence américaine va être marquée par un certain nombre effectivement d'événements marquants que reprend, mais sur lesquels je ne reviens pas là, mais que reprend ce tableau-là. Et on va avoir là une très courte période au regard de l'histoire, mais extrêmement coûteuse en vie humaine et en crise politique et géopolitique, c'est-à-dire une période qui s'étend grosso modo de 1965 à 1975. Et 1975 voit se clôturer, non pas la présence américaine, parce que les Américains se sont retirés à partir de 1973 par le processus qu'on a appelé celui de vietnamisation de la guerre, c'est-à-dire que Washington prenait en compte le fait qu'aucune solution militaire ne pourrait, du point de vue des Américains, ne pourrait intervenir au Vietnam, et donc la décision est prise à ce moment-là de se retirer progressivement au profit de l'armée sud-vietnamienne et donc de laisser la main, en quelque sorte, aux Sud-Vietnamiens. Sur le papier, en 1975, l'armée vietnamienne est la 4e armée du monde, en termes d'équipement et de puissance. Donc c'est une armée, normalement, ou supposément extrêmement puissante, mais elle est minée notamment par la corruption, par l'incompétence d'un certain nombre de chefs, et par des autorités politiques qui ont elles-mêmes énormément de faiblesses. Donc,
cette armée sera dans l'incapacité finalement de s'opposer massivement, ce qu'elle aurait pu faire sur le papier, à l'attaque nord-vietnamienne à partir d'avril 1900, enfin de mars 1975. Et cette attaque qui est menée par l'armée nord-vietnamienne à partir du printemps 1975, qui n'avait pas pour objectif initial de s'emparer du Sud-Vietnam, qui avait pour objectif de mener une pression importante sur le Sud-Vietnam, face à l'écroulement inattendu et à la très mauvaise stratégie décrétée par le président sud-vietnamien de l'époque, donc Thieu, qui choisit de faire retirer l'armée sud-vietnamienne d'un certain nombre de territoires. Et bien, face à cette stratégie, qui est une erreur militaire, les Nord-Vietnamiens réalisent qu'ils ont une opportunité et l'ordre est donné de continuer jusqu'à Saigon. Donc Saigon, symboliquement, tombe le 30 avril 1975 et on a là la date qui marque la fin de la guerre du Vietnam. Alors, à ce stade de notre présentation, on voit que le Vietnam a une très longue histoire, une histoire qui est marquée par des résistances, des combats contre des entités plus puissantes, qui est marquée aussi par des appropriations de territoires, donc des créations de tensions avec les voisins, et que, au fond, quand le Vietnam est réunifié, parce qu'en 1976, on a la réunification officielle du Vietnam sous le nom global qui était celui du Nord-Vietnam de République socialiste du Vietnam, il y a une très longue histoire et une lourde histoire à ce moment-là. Mais l'objectif, finalement, qui était recherché, qui était d'avoir un État unifié, cet objectif est atteint. Alors, pourquoi y a-t-il encore une guerre? Parce qu'il va y avoir la troisième guerre d'Indochine. Parce que, précisément, cette guerre-là va montrer et faire apparaître de manière évidente, criante, toutes les problématiques d'ordre géopolitique qui ont été générées par l'histoire du Vietnam telle qu'elle s'est fabriquée au cours des siècles précédents. Alors, la troisième guerre d'Indochine, elle est... alors ça c'est le Vietnam réunifié, je le passe rapidement, mais bon, c'est le Vietnam tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je vais revenir sur ces diapos, mais si vous permettez, je vais d'abord montrer cette diapo ici. La troisième guerre d'Indochine, c'est ceci. C'est les troupes vietnamiennes qui pénètrent au Cambodge à la fin de 1978 et au début de 1979, en février 1979, les troupes chinoises qui envahissent le Vietnam par le nord. Alors, comment en est-on arrivé par là? Et pourquoi la Chine redevient à nouveau, en fait, la problématique numéro 1 du Vietnam, qu'elle n'avait plus été, mais sur toute une assez courte période de l'histoire vietnamienne. Et pour ça, il faut qu'on revienne rapidement sur ceci. Ce que j'ai représenté là, c'est la bordure sud de la Chine. On voit qu'il y a trois régions, dont au moins une nous est assez familière, c'est celle de Canton, la ville de Canton, et autour, la province du Guangdong. Et puis, on voit qu'il y a une province située plus au nord, face à Taïwan, la province du Fujian, et puis le Zhejiang, qui se trouve plus au nord. Alors, ce qu'elles ont de particulier, ces provinces, c'est que c'est de cette partie de la Chine qu'est partie la majeure partie de ce qu'on appelle la diaspora chinoise, notamment en Asie du Sud-Est. Une diaspora considérable, c'est-à-dire à peu près 30 millions de personnes réparties dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, la plupart originaires de ces régions-là, et une partie de ces Chinois de la diaspora se trouve au Vietnam. Et ces Chinois de la diaspora habitent un peu à Hanoï, dans le nord, mais beaucoup, principalement à Saigon. Pour celles de ceux parmi vous qui ont pu aller au Vietnam, et à Saigon, vous savez qu'il y a le quartier chinois qui s'appelle le quartier Cholon, en vietnamien, qui signifie le grand marché, et c'est là que se concentre la communauté chinoise sino-vietnamienne. Alors, on a là une représentation, voilà, où on voit cette présence chinoise qui est marquée, et on voit qu'ils sont présents à peu près dans tous les États d'Asie du Sud-Est, donc bien entendu, ce qui nous intéresse, ils sont très présents au Vietnam, du côté de Saigon. Alors pourquoi j'en parle? Parce que les Chinois de la diaspora, notamment ceux du Vietnam, ont comme caractéristique de pratiquer le libéralisme économique autant que possible. Donc, ils sont extrêmement rétifs à l'idée
d'une économie planifiée. Et lorsque le Vietnam est réunifié, une des préoccupations des autorités est effectivement d'imposer l'approche socialiste de l'économie à l'ensemble du Sud-Vietnam, qui avait un modèle économique radicalement différent à l'époque du Sud-Vietnam. Or, un des acteurs qui va être le plus rétif à ce changement économique, c'est les Chinois. Les Sino-Vietnamiens, donc, qui vont développer pendant 2 ans, de 1976 à 1977, toutes sortes de stratégies pour essayer de contourner les lois, les réglementations imposées par les nouvelles autorités. Et ces autorités vont prendre conscience d'un élément, c'est qu'elles sont dans l'impossibilité, en fait, d'imposer ce modèle, et tant qu'il y a ce groupe qui est présent et que ce groupe est capable de faire opposition du fait de la puissance, de l'influence économique que les Chinois avaient avant dans le Sud-Vietnam et qu'ils ont gardé dans les années qui ont suivi la réunification du Vietnam. Et on va donc pousser les Chinois au départ. Je ne vais pas revenir sur ce point parce que ce serait très long, mais simplement pour vous simplifier, les Chinois font l'objet de mesures de plus en plus dures et sont invités en fait à quitter le Vietnam dans la mesure où ils peuvent le faire. Alors quand je dis invités à quitter le Vietnam, c'est-à-dire qu'ils fuient le Vietnam, et les premiers boat people dont on parlait pour l'Indochine, les premiers boat people sont des Sino-Vietnamiens qui fuient le Vietnam. Et ça va être un processus qui ensuite va s'élargir aux Vietnamiens eux-mêmes. Il y avait déjà des Vietnamiens qui avaient fui le Vietnam, mais massivement, au début, quand le mouvement prend de l'ampleur, ce sont d'abord ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de Chinois qui fuient. Ces Sino-Vietnamiens, qu'on appelle les Rois, vont effectivement quitter le Vietnam et vont être à l'origine d'une crise entre la Chine et le Vietnam. Les relations entre la Chine et le Vietnam se sont dégradées dans les années 1960, à partir des années 1960, pour des raisons de divergence idéologique, et on assiste à un éloignement de Hanoï de Pékin et un rapprochement de Hanoï avec Moscou, qui est l'adversaire de Pékin. Et lorsque la guerre du Vietnam prend fin, on sait que les Chinois ont tout fait pour que l'offensive nord-vietnamienne n'arrive pas à son terme au Sud-Vietnam. Les Chinois prennent acte du fait que le Vietnam est réunifié, et est réunifié sous l'égide d'un pouvoir qui ne leur est pas favorable. Et lorsque ce pouvoir commence à s'en prendre aux Chinois du Vietnam, Pékin commence à réagir. Alors Pékin n'a pas une sympathie particulière pour les Sino-Vietnamiens, mais les Sino-Vietnamiens représentent à ce moment-là un élément, un levier sur lequel appuient les Chinois et la Chine populaire pour faire pression sur le Vietnam. Et cette pression passe par le Cambodge. Parce que le Cambodge, en 1975, change également. Les Khmers rouges, on le sait, prennent le pouvoir, sont à l'origine d'un génocide qui va avoir pour effet à peu près 1 million de morts. Surtout, les Khmers rouges sont farouchement nationalistes. Ils ont un vernis communiste, mais ce sont d'abord des nationalistes, fondamentalement, et des nationalistes qui revendiquent une revanche sur l'histoire, c'est-à-dire une revanche sur le fait que des territoires qui appartenaient à l'Empire Khmer, qui étaient des territoires khmer, encore peuplés de gens qui sont en partie d'origine khmer, et qui forment la Cochinchine, c'est-à-dire le sud du Vietnam. Donc ils ont cette revendication de réintégrer au Cambodge ces territoires qui sont, de leur point de vue, historiquement cambodgiens. C'est pour ça que je vous dis que l'ancienne histoire rattrape à ce moment-là ce nouveau Vietnam réunifié. Et les Khmers rouges vont mener des attaques sanglantes contre des villages frontaliers au Vietnam qui vont provoquer l'intervention vietnamienne. Donc on a cette intervention vietnamienne au Cambodge à la fin de 1978, l'invasion du Cambodge, une conséquence qui n'est pas négligeable, mais fin, origine des Khmers rouges et origine de vexation et de brutalité instaurée par les Khmers rouges, mais qui, du point de vue des Chinois, est une atteinte intolérable parce que les Khmers rouges, politiquement, sont proches de Pékin. Et les Chinois, dans ce contexte, décident, je cite, de donner une leçon au Vietnam, et on a cette invasion, je reviens sur la carte, cette invasion du nord du Vietnam, qui suit donc l'invasion du Cambodge par les Chinois.
Cette invasion, autant vous le dire, elle est extrêmement coûteuse en vie humaine. On ne sait pas combien de soldats chinois ont été tués. J'ai lu autant de sources que je pouvais sur ces questions-là. Le chiffre varie entre 20 000 et jusqu'à 50 000. Ce sont, en tout cas, beaucoup d'auteurs s'accordent sur entre 20 000 et 30 000. C'est donc une opération extrêmement lourde, extrêmement coûteuse pour l'armée chinoise, qui n'y est pas du tout préparée, qui n'a pas le même niveau d'entraînement, de capacité de l'armée nord-vietnamienne, et qui se trouve sur un terrain qui lui est un terrain inconnu, étranger en tout cas. Et donc cette opération va durer à peu près un mois, et va permettre à Pékin d'envoyer un message politique, puisque le but est d'envoyer un message politique au Vietnam, en rappelant que la Chine demeure la puissance historiquement suzeraine. Et on est là dans les représentations, et on le voit dans les discours, parce que dans les discours des dirigeants chinois d'époque, il y a le fait que la Chine donne une leçon au Vietnam, et cette expression de donner une leçon est directement tirée des expressions utilisées par l'Empire, lorsque l'Empire chinois donnait une leçon à un vassal ou à un adversaire politique. Donc, on a ce contexte-là, et qui va aboutir à une situation de très grande méfiance entre les deux États, qui va durer un certain nombre d'années. Alors, on a là, mais c'est juste un détail pour vous montrer, cette offensive est tout azimut. Elle concerne l'ensemble de la frontière nord-vietnamienne, sino-vietnamienne en tout cas, et elle se fait sur un terrain qui est un terrain très montagneux, très accidenté et très compliqué. Alors, dans la guerre des images, parce qu'on fait déjà la guerre des images, il y a des images qui nous ont marqués collectivement dans la guerre du Vietnam, nous le savons tous. Mais, par exemple, on a là typiquement une image qui, du point de vue chinois, est insupportable. C'est le soldat chinois qui est gardé par un soldat vietnamien. C'est une photo de composition. Elle a été faite exprès pour renvoyer cette image-là. Et le soldat chinois est dans une position qui est la position du vaincu, de soumission, face au vainqueur. Et du point de vue de l'imaginaire chinois, c'est là une photo absolument insupportable. Et ça ramène à cette rébellion de cette province rebelle, qui était une province de l'Empire, et qui était effectivement cette province qui est devenue plus tard le Vietnam. Et c'est à dessein que cette photo a été faite de cette manière-là, et publiée de cette manière-là par les autorités vietnamiennes. Alors, on se retrouve, finalement, l'environnement géopolitique, je reviens tout à l'heure à la présentation, à l'issue de cette situation, est celui-ci. C'est-à-dire qu'on a le Vietnam, avec certes un acteur très puissant et plutôt menaçant en son nord, mais au nord de l'acteur puissant, un autre acteur, aussi puissant ou encore plus puissant, qui est allié au Vietnam. Donc on a là un système triangulaire qui va maintenir un équilibre. En fait, on est là dans le contexte géopolitique qui est celui qui a été considéré et pris en compte par les Vietnamiens dans leur préoccupation qui était effectivement de limiter la puissance chinoise. Et on a là une stratégie qui est, et j'anticipe à peine, celle que le Vietnam développe aujourd'hui à nouveau, face à nouveau au même acteur, qui représente une menace potentielle, mais avec un autre super acteur, beaucoup plus lointain, que sont les États-Unis, et dont l'objet est d'équilibrer cette menace, qui est, du point de vue vietnamien, la menace la plus importante et la plus pérenne à laquelle a à faire face le pays. Alors, je me contente de dire que il y a... Alors, cette situation a continué, et puis il y a eu un changement. Très rapidement, nous avons eu l'arrivée de Deng Xiaoping en Chine, qui ouvre la Chine, qui change radicalement l'approche idéologique du pays. C'est enrichissez-vous. Mais ne contestez pas le pouvoir, mais enrichissez-vous. Et tout est fait pour qu'en Chine, on puisse s'enrichir. Et je l'avais évoqué la dernière fois, le contrat social, au fond, est le citoyen ne conteste pas l'autorité du parti, mais le parti met en place ce qu'il faut pour que les citoyens puissent s'enrichir et puissent disposer d'une prospérité toujours plus importante.
Et on a un phénomène similaire qui se met en place sur le modèle chinois, au Vietnam, quelques années après, 6 ans après, qu'on appelle le Doi Moi, c'est-à-dire pas la voie nouvelle, mais l'opportunité nouvelle. Et c'est l'ouverture économique du Vietnam, à partir de 1986, qui va avoir pour effet, après une décennie, une ouverture quasi totale du pays, aujourd'hui totale, du point de vue économique. C'est-à-dire que le Vietnam interagit puissamment, efficacement, sur le plan économique, avec ses voisins proches, comme avec des pays beaucoup plus lointains. Alors, qu'en est-il des relations avec la Chine? Elles sont bonnes du point de vue économique. Ce sont deux États qui sont en... On ne peut pas parler d'interdépendance en parlant du Vietnam et de la Chine, mais en interaction économique, avec une dépendance du Vietnam par rapport à la Chine du point de vue économique pour certains secteurs. Et ce que représente cette carte, ce sont des couloirs, ce qu'on appelle les couloirs économiques, des triangles d'opportunités, qui mettent en lumière des coopérations entre différentes provinces dans les différents États. Et on voit que ces coopérations transnationales concernent aussi le Vietnam et la Chine, et elles fonctionnent efficacement, et elles sont source d'opportunités économiques et de développement économique. Donc sur ce point, les deux acteurs, comme d'ailleurs les États-Unis et la Chine, on en parle souvent, ont intérêt à continuer à avoir des relations qui leur permettent de développer ces capacités économiques communes. Alors, c'est simplement une photo symbolique. C'est un pont qui enjambe la frontière sino-vietnamienne. Je l'ai trouvé sur un site chinois, du Chan. C'est simplement, ça montre la coopération. On n'est pas du tout sur des frontières fermées, on n'est pas sur des barbelés, on est bien sur des flux, des ouvertures, dans les villes frontalières, on a des Vietnamiens qui passent la journée du côté chinois pour faire du commerce, puis qui reviennent le soir chez eux, et inversement. Donc on est sur une réelle coopération sur le plan économique. Mais la géopolitique n'a jamais perdu ses droits. Et on a des tensions sino-vietnamiennes qui sont croissantes dans le domaine économique, dans le domaine maritime, pardon. Alors, peut-être la plupart des personnes étaient là la dernière fois, mais il y en a qui n'étaient pas là, donc je résume brièvement qu'aujourd'hui le domaine maritime représente un enjeu important pour différents États, mais particulièrement pour un État comme la Chine, parce que la Chine, dans tout ce qui fonde son économie, c'est-à-dire aussi bien les exportations que les importations, est extrêmement dépendante de la capacité des vecteurs maritimes à s'exprimer. Autrement dit, des navires à circuler sur les mers. Donc la sécurité de navigation, l'ouverture des espaces maritimes est fondamentale pour une puissance qui aujourd'hui, du point de vue économique, est une puissance maritime, en ce qui concerne la Chine. Donc l'espace maritime est important, et ce que montre cette carte que j'avais montrée la semaine passée, c'est simplement que, par exemple, sur le plan énergétique, c'est-à-dire l'importation des sources d'énergie, principalement les hydrocarbures et les gaz naturels, la mer est extrêmement utilisée, et notamment la voie maritime permet aux hydrocarbures qui proviennent du Moyen-Orient et de la côte est de l'Afrique, principalement du Soudan, de pouvoir rejoindre les différents ports, non seulement de Chine, mais également du Japon, de Corée. Donc on a une sensibilisation à la question de la mer. Alors, on a vu tout à l'heure, pardonnez-moi, que pour aller en Chine, il n'y a pas d'autres moyens, enfin, il y a d'autres moyens, mais ce ne sont pas les plus rapides, il est moins coûteux. Le moyen le plus rapide, le plus coûteux, est de passer par le détroit de Malacca et remonter à travers la mer de Chine méridionale. Donc on comprend que la mer de Chine méridionale présente effectivement une sensibilité extrêmement particulière. Or, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que nous avions l'intuition que le Vietnam, avec sa grande façade maritime, pouvait porter un regard d'ordre maritime. Et le seul domaine maritime sur lequel les Vietnamiens peuvent porter un regard immédiat, c'est aussi la mer de Chine méridionale. Donc nous voyons là au moins une interaction en termes de regard. Alors qu'en est-il en réalité? On voit que du point de vue géographique, la mer de Chine méridionale est assez cohérente, assez homogène, et qu'elle comporte des îlots, des ensembles d'îles, dont on a parlé la dernière fois, que je réévoque, l'archipel des Spratly, et plus au nord, l'archipel du Paracel. Et du fait de l'évolution du droit international, les archipels, enfin les îles, ont pris une importance
qui est tout à fait considérable, puisque elle, je vais y revenir, mais je reviens là, à cette diapo, le droit international définit qu'un État qui a une façade maritime, plus la façade maritime autour du Nil, dispose de droits sur, une partie de l'espace maritime qui entoure ce territoire insulaire ou cette façade, le droit d'avoir une mer territoriale, effectivement, à 12 000 marins, des eaux contiguës, encore à 12 000 marins, et surtout une zone économique exclusive jusqu'à 200 000 marins. Le 1000 marins est équivalent à peu près à 1,85 km. Donc c'est assez considérable. On peut même, dans certains cas, avoir une extension jusqu'à 350 000 marins non pas de la zone économique exclusive, ce qu'on dit souvent par erreur, c'est pas la zone économique exclusive qui est prolongée, c'est la capacité d'exploiter le sol et le sous-sol, mais pas les eaux. Les eaux sont libres. Il reste des eaux libres au-dessus, au-delà de 200 000 marins. Donc ça donne des capacités économiques et des ressources économiques tout à fait considérables, et ça génère de fortes rivalités. Alors, en mer de Chine méridionale, les rivalités se sont exprimées. Elles se sont exprimées de la part de tous les acteurs riverains, et donc du Vietnam et de la Chine en particulier. Et la particularité du Vietnam et de la Chine, qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est aussi qu'ils revendiquent la plus grande portion de l'espace. La Chine revendique ce qu'on appelle la langue de bœuf, ou encore la ligne à 9 traits, qui, grosso modo, correspond à l'ensemble de la mer de Chine méridionale. C'est une revendication qui préexiste à la création de la République populaire de Chine. Elle remonte, au moins elle est exprimée cartographiquement pour la première fois en 1947. On retrouve la trace de cette carte qui paraît dans un atlas, et cette carte montre en 9 points, en 9 traits, effectivement, la revendication, ou ce qui est considéré comme le domaine maritime de la Chine, qui est encore la République de Chine à cette époque. Cette revendication est reprise par la République populaire de Chine, et elle est maintenue par Taïwan, qui porte la même revendication. Et le Vietnam, petit à petit, construit sa représentation. Et la revendication vietnamienne est marquée par la ligne en bleu. Et on voit qu'elle concerne, elle concerne la totalité des îles Paracel et une partie importante des îles Spratly. Or, nous avons dit au tout début de cette intervention qu'on a un géopolitique lorsqu'on a superposition de revendications sur un même territoire, donc on est typiquement sur une problématique d'ordre géopolitique. On a deux adversaires qui revendiquent le même territoire, ou qui revendiquent la souveraineté sur le même territoire. Alors, cette carte-là, elle est de loin, pardonnez-moi, vous voyez des petits points, mais ils sont un peu différents. Elle est bien faite parce qu'elle montre, pour chaque île, le drapeau de l'État qui contrôle de facto, parce que ce n'est pas de jeu, c'est de facto l'île. Et tous les États de la région, y compris Taïwan, sont représentés. Et on voit beaucoup de rouge avec une étoile jaune, parce que dans l'archipel des Spratly, c'est l'archipel des Spratly qui est représenté, les Vietnamiens sont majoritairement présents. Enfin, en tout cas, ils contrôlent la majorité des récifs. Les Chinois ne sont arrivés physiquement dans les Spratly qu'en 1988. En 1988, la marine chinoise a pris de force le contrôle de plusieurs îlots qui étaient contrôlés par les Vietnamiens. Une action qui a provoqué la mort de 74 soldats vietnamiens et qui reste aujourd'hui, là encore, dans les représentations, dans les revendications collectives au Vietnam, un élément important, c'est-à-dire ce que les Vietnamiens considèrent comme l'exécution de 74 de leurs soldats par les Chinois lors de la prise de ces îles. Donc on voit que la situation est complexe et pour le moment figée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tentative d'appropriation d'autres îles par la force, tant qu'il n'y aura pas de conflit ouvert, mais chaque acteur renforce sa présence et confirme sa revendication. Alors, on a montré ça. Là, on a typiquement les stratégies que mettent en œuvre les acteurs pour créer en fait légitimer leur présence sur ces îlots. Et une des stratégies, en fait, il y en a deux. Une première stratégie est sur une île qui est déjà, ou un îlot qu'on peut considérer déjà comme émergé, d'en renforcer, d'en augmenter la superficie
en drainant du sable et en créant donc ex nihilo en gagnant en fait sur la mer. Et on a là typiquement sur Field Cross Reef la différence entre le 22 janvier 2006 et le 28 juin 2015. Et que s'est-il passé? Eh bien, en 2006, on n'a pas d'île. Tout ça est sous l'eau. C'est un récif qui est recouvert à marée haute. En 2015, on a une piste d'atterrissage, on a des infrastructures, donc on a littéralement généré un niveau. Alors on peut se rapprocher, on peut zoomer, et en zoomant, on voit bien sur la pointe, effectivement, qu'on a des infrastructures tout à fait performantes, développées. On a un aérodrome, enfin une piste d'atterrissage exactement, destinée à l'accueil des avions de chasse, donc suffisamment longue. On a des infrastructures qui, depuis, ont encore évolué, depuis 2015. Et on a le même phénomène, par exemple, pour le récif de Mischief, où on voit qu'il était à peine émergé. Hein. La bande blanche que vous voyez autour, c'est effectivement les vagues qui se fracassent sur le récif. Et 3 ans après, le récif a poussé. Donc là encore, on a la même stratégie. Cette stratégie, elle est faite comme ça. Elle est faite en fait par des dragueurs de sédiments qui littéralement aspirent le sable et créent des îles. Alors là, on a par exemple ce que les Chinois ont fait sur une île qui s'appelle l'île Boisée, dans les îles Paracel. Et on voit que donc c'est un institut, ce qu'on appelle un think tank américain Spatford, qui travaille spécialement sur ces questions. Donc j'ai repris les photos satellites qu'ils ont analysées, et ils montrent effectivement les différentes infrastructures. Donc, comment dirais-je, une expansion des facilités destinées aux avions, la construction d'un port, pardon, des constructions de bâtiments, des terres qui ont été gagnées sur la mer, encore des constructions de bâtiments ici, et puis une extension de la piste d'atterrissage, ce qui permet de faire atterrir des avions plus lourds, donc de capacités plus importantes, y compris des avions de combat. Donc on voit qu'en fait on est en train de créer des porte-avions immobiles. L'expression a été utilisée, mais littéralement ces îles ont une importance. Elles ont une importance parce que le droit international accorde une importance aux îles, on l'a vu, et parce que aussi, de par leur position, elles peuvent faciliter une action stratégique, militaire, et on renvoie à leur présentation. Alors ici, j'avais déjà montré ça la dernière fois, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu, c'est voilà la création d'une île artificielle. Cette île, en fait, il n'y avait rien, il y avait un récif sous l'eau. Et on a construit sur le récif sous l'eau une infrastructure qui est en fait un radar de surveillance. Et l'objectif n'est pas de dire, regardez, on a construit une île, donc éventuellement on rentre dans le cadre du droit international. On ne rentre pas dans le cadre du droit international parce que le droit international stipule précisément ce qu'est une île. Et une île doit être un élément géographique naturel, non transformé. Une île doit permettre de faire de l'agriculture, on doit être en mesure de produire, de vivre en autarcie, et une île doit contenir de l'eau potable et une végétation, si possible, une végétation autonome, et voire une vie animale autonome. À partir de là, le droit international dit oui, c'est une île. Il ne se prononce pas sur la souveraineté éventuelle d'un État ou d'un autre sur l'île, mais il dit au moins on peut parler d'une île. Or, l'écrasante majorité de ces îlots ou îles ne sont pas des îles, du fait du droit international. Et on a là donc des acteurs qui créent des îles, qui génèrent en fait des îles, avec l'idée que le droit international pourra éventuellement évoluer, ou le rapport de force qui conduit aussi à l'émergence du droit international pourra évoluer en faveur de les positions de ces différents acteurs. Cette carte, elle montre une chose. Elle explique pourquoi aussi, du point de vue militaire, c'est utile. En fait, le point central, c'est une île quelconque de l'archipel des Spratleys. Et à partir de là, les auteurs de la carte ont dit, on va regarder ce qui est possible. Alors, ici, on a là la zone maximale dans laquelle pourraient évoluer des avions de surveillance chinois, Y8, s'ils étaient positionnés sur cette île. C'est leur rayon maximal d'action. Et leur rayon maximal d'action leur permet effectivement d'arriver jusqu'à Singapour, jusqu'à Malacca, voire aux franges océaniques de l'Indonésie, et également jusque l'île de Palau,
et les Philippines. Alors, ensuite, on a là la zone maximale des chasseurs. Le J-11 est un des chasseurs les performants de l'armée populaire de libération. Et donc, si on positionnait des J-11 sur cette île, voilà jusqu'où pourrait s'exercer leur rayon d'action en tant que force aérienne. Ensuite, ici, on a la zone de puissance maximale pour des missiles anti-navires. Alors, c'est très utile. Ce n'est pas n'importe quel missile, ce sont les missiles anti-navires. Or, on voit que les YJ-18, c'est vraiment, ont la capacité d'interdire en fait toute circulation en mer de Chine méridionale s'ils sont positionnés au centre de l'archipel des Spratly. Et pas du tout s'ils sont positionnés ici. Donc, du point de vue chinois, ne serait-ce que stratégique, du point de vue de l'armée populaire de libération, c'est utile. Et puis, en rouge, ce sont les missiles surface air, donc anti-aériens, dont on voit que la portée est à peine moins importante, mais qui sont susceptibles d'interdire effectivement le survol, en tout cas s'ils sont efficients, le survol d'aéronefs considérés comme ennemis dans le cadre d'un conflit ouvert. Alors, je vais bientôt conclure. On est dans un... Alors, on comprend qu'on est dans un contexte où il y a une forte tension, il y a des représentations, il y a l'idée du point de vue des Vietnamiens qui sont plus faibles que la Chine, militairement, mais que la Chine qui est, on l'aura compris, un ennemi qui est vu comme la menace récurrente, historique pour le pays, et qui est à nouveau une menace potentielle, pas directement pour le Vietnam en tant que territoire, mais pour les intérêts que le Vietnam considère avoir aujourd'hui sur un espace maritime. Et que face à cette menace, il importe de se prémunir, et pour le Vietnam de se prémunir comme un acteur asymétrique, en situation d'asymétrie, c'est-à-dire donc évidemment d'augmenter son budget militaire. Mais on voit qu'en 2006 et 2016, en 10 ans, ce budget explose. On est là dans ce que j'avais évoqué la dernière fois, c'est-à-dire le concept de le dilemme de sécurité, c'est-à-dire si je suis faible, enfin, disons, si je suis un acteur et que l'acteur voisin monte en gamme du point de vue militaire, je suis obligé de monter à mon tour en gamme du point de vue militaire pour équilibrer ce processus. Et ce processus ne peut s'arrêter que si d'un commun accord, on arrête de le faire. Les accords de SALT, SALT I, SALT II, qui avaient été passés entre l'URSS et les États-Unis et qui avaient pour fonction de baisser le nombre de têtes nucléaires, étaient typiquement des accords qui intervenaient en deux acteurs qui arrêtaient de raisonner en termes de dilemme de sécurité. Mais en Asie du Sud-Est aujourd'hui, personne n'arrête de raisonner en termes de dilemme de sécurité, bien au contraire. Donc ces États s'équipent. Et ils ont des représentations, sur lesquelles je reviens extrêmement rapidement. Là, c'est une des îles Paracel. Vous me direz, on ne voit pas grand-chose. Mais en allant regarder île par île, grâce à Google Maps, qui nous permet de porter un regard très indiscret sur des territoires qui nous intéressent, j'ai par exemple vu quelque chose. Alors j'ai zoomé, et en zoomant, j'ai vu qu'il y avait une piste pour hélicoptère, effectivement. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose sur le sable. Que vois-je? Et en zoomant encore, j'ai vu que ceux que j'avais entourés en rouge, là, c'était une inscription en lettres de 10 mètres de long, tout de même, chinoise, donc, qui est Tugo Wansu, c'est-à-dire longue vie à la patrie. Et quel est le besoin de l'inscrire sur le sable en lettres de 10 mètres si ce n'est, quelque part, une revendication symbolique qui montre à l'usage de tout acteur ou tout individu comme moi ou autre qui s'intéresserait que ce territoire est bien chinois et que longue vie à la patrie, c'est 1000 ans de vie à la patrie. Donc il est destiné à rester très longtemps chinois. Donc on est là dans le domaine des représentations. Alors représentations vietnamiennes aussi, il y a eu de fortes manifestations à Hanoï, par exemple en 2011, et que dit cette pancarte? Elle dit ce que je vous disais tout à l'heure, n'oublions pas ces combattants qui ont été tués lors des attaques chinoises qui ont eu pour effet la prise de l'ensemble des Paracels par les Chinois en 1974 et la prise d'une partie des îles Spratly en 1991. Donc on a eu des manifestations. Dès qu'il y a des tensions entre la Chine et le Vietnam qui remontent, on a tout de suite ce type d'affirmation. Et là, par exemple, soyons résolus à maintenir fermement la souveraineté des frontières de la mer et des îles vietnamiennes.
en sachant que le Vietnam refuse le terme de mer de Chine méridionale. On n'utilise pas le terme de mer de Chine, on utilise le terme de Bien Dong, c'est-à-dire la mer de l'Est. Et sur les cartes vietnamiennes, on n'a pas la mention Chine associée à l'espace maritime. On a là donc toujours l'image de manifestation. Ici, on voit que les tensions montent. En 2014, il y a eu je n'interviendrai pas là parce que j'ai passé mon temps déjà, je vais laisser terminer les questions, mais il y a eu un pic de tension entre la Chine et le Vietnam, qui a eu pour effet de très fortes manifestations au Vietnam contre les Chinois, manifestations qui ont été laissées, qui ont été autorisées, au moins de facto par les autorités, qui ont tout à fait les moyens d'interdire les manifestations, ce n'est pas un État démocratique. Or, on a laissé s'exprimer ces manifestations, on a laissé s'exprimer une violence par rapport aux intérêts chinois, ce qui était tout à fait inédit. Et voilà une image de ces violences, c'est-à-dire on a là une entreprise chinoise qui a été pillée, ravagée, sans que les autorités empêchent le processus. Donc on voit qu'il y a chez les Vietnamiens beaucoup plus que chez les Chinois sur cette question des îles de mer de Chine méridionale. Alors que les Chinois sont beaucoup plus sensibles à la question des îles Senkaku, dans le conflit qui les oppose au Japon. Il n'y a pas au sein de la population chinoise de manifestation viscérale par rapport aux îles Spratly et Paracel. La perception est différente. Mais au Vietnam, il y a une manifestation viscérale qui est relativement récente dans l'histoire du Vietnam, mais qui s'exprime. Et puis, un élément rapide, la mer de Chine méridionale intéresse beaucoup les Chinois, aussi parce qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus large qui est leur projet, peut-être leur projet géopolitique global, dans une rivalité avec les États-Unis. Alors que pour les Vietnamiens, la mer de Chine méridionale, c'est le cœur de la problématique géopolitique, pour les Chinois, c'est un des éléments de la problématique géopolitique qui est beaucoup plus large. Et j'ai mis cette carte parce qu'elle vous montre quelque chose. Nous ne sommes pas géographes, mais nous remarquons que le fond de la mer de Chine méridionale est très particulier. C'est-à-dire qu'on a effectivement le plateau continental, et on voit qu'on a des profondeurs qui sont relativement faibles, 30 mètres, 60 mètres, 200 mètres, et nous tombons tout d'un coup à des profondeurs extrêmement importantes, par exemple 14 500 mètres, ici, pardon, c'est des mètres, que je ne vois pas de... Non, ce sont des pieds, autant pour moi. 14 500 pieds, 16 700 pieds, et donc on a une partie de la mer de Chine méridionale qui est très profonde. Alors, ça intéresse les Chinois parce que sur l'île de Hainan, qui se trouve là-haut, se trouve une des bases aéronavales les plus importantes de la Chine, et notamment une des bases où seront positionnés les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de l'armée populaire de libération. Or, ces sous-marins n'ont absolument pas vocation à intervenir dans des conflits régionaux. Ils portent la puissance nucléaire de l'État qui les possède à des milliers de kilomètres, de façon à garantir sa capacité, notamment de dissuasion ou de menace en cas d'agression. Et la problématique qui se pose pour les Chinois, c'est que, outre le fait qu'il ne faut pas que la mer de Chine méridionale échappe globalement à leur influence ou leur capacité d'influence, il faut que leurs sous-marins puissent sortir de mer de Chine méridionale et aller là où ils sont supposés aller, c'est-à-dire plutôt dans l'océan Pacifique. Or, on voit que le nord de la mer de Chine méridionale permet ce passage entre Taïwan, tout au nord, et l'île de Luzon, qui est au nord des Philippines. Et c'est là le passage stratégique des sous-marins chinois. Donc la mer de Chine a cette importance-là. Pour rappel, je rappelle que la revendication des Chinois sur l'espace maritime porte sur l'ensemble de l'espace qui est compris dans cette ligne, dans le cadre de cette ligne bleue. Du point de vue chinois, ce sont des eaux chinoises. Une loi chinoise de 1992 les place sous souveraineté chinoise. Donc la revendication chinoise est légitime aux yeux de Pékin, et surtout délégitime toute contre-argumentation basée sur le droit international, puisque les Chinois considèrent qu'ils respectent le droit international, dans la mesure où ces eaux ne sont pas concernées par le droit international, puisque ce sont des eaux nationales, ce sont des eaux territoriales. Et on a là, j'en finis là, la représentation que j'ai montrée la dernière fois, c'est-à-dire qu'on voit que le projet géopolitique chinois, ou la vision, l'horizon géopolitique chinois, est beaucoup plus large, va bien au-delà de la mer de Chine méridionale. On est là vraiment dans une stratégie de rivalité entre la Chine et les États-Unis, dans laquelle
la rivalité entre la Chine et le Vietnam n'est qu'un des éléments, et que le Vietnam utilise à son profit, bien sûr, puisque le Vietnam s'est rapproché des États-Unis tout au long de la décennie qui vient de s'écouler, un rapprochement spectaculaire. Si on considère la conflictualité qu'il pouvait y avoir entre le Nord-Vietnam, dont on a hérité, qui est hérité de l'ensemble du Vietnam aujourd'hui, et les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Mais on pourrait dire que nécessité fait loi, et que tant les Vietnamiens que les Américains ont une vision géopolitique très pragmatique. Alors, pour finir de caricature, on a là un aspect de la vision des relations sino-vietnamiennes, c'est ça, on s'entend, il y a des courants au sein du Parti communiste vietnamien qui sont pro-chinois, donc le Vietnam est complexe, on n'est pas là dans des positionnements qui sont monolithiques, c'est un pays où il y a des courants, où il y a des expressions, des sympathies, des antipathies, qui ont des effets qui sont notamment des effets économiques, c'est-à-dire que les deux États collaborent, mais on a aussi ceci, c'est-à-dire un État qui est effrayé ou inquiété par son gros voisin, et qui a tendance à essayer de se rapprocher des autres acteurs qui s'inquiètent également de la puissance et l'influence de gros voisins, c'est-à-dire la caricature, qui est une caricature thaïlandaise, je crois, a représenté Philippines, le Vietnam, poussé par les États-Unis, et bien sûr la Chine qui domine, et le Cambodge qui est politiquement beaucoup plus proche, et qui reste plus proche de la Chine que du Vietnam. Je vais arrêter là pour qu'il y ait un peu d'espace pour les questions. J'étais un peu long, excusez-moi, mais c'était compliqué, je pense, de décrire la géopolitique vietnamienne sans revenir sur tous ces éléments, et je suis à votre disposition. Vous pouvez allumer les micros si... Oui, sur je vous entends. Est-ce que la géopolitique du Vietnam ne se joue pas également sur côté terrestre? Je veux dire notamment à travers la problématique des eaux douces. Le Vietnam est alimenté par le Mekong et par le fleuve Rouge, vous l'avez dit, et donc il y a des deltas, et dans ces deltas il y a beaucoup de poissons, beaucoup notamment de riziculture. Et si les États qui sont en amont jouent sur les cours d'eau, ça risque de poser des gros problèmes. Absolument. Je n'ai pas spécifiquement évoqué parce que j'ai plutôt abordé la dimension conflictuelle, je dirais, de la relation sino-vietnamienne, y compris aujourd'hui. Mais il y a une caractéristique en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, c'est que, et sur le territoire chinois aussi, c'est que la plupart des grands fleuves trouvent leur origine dans le plateau tibétain, qui est aujourd'hui sous souveraineté chinoise, et c'est aussi le cas du Mekong, effectivement. Donc la problématique qui se pose par rapport au Mekong est celle qui se pose typiquement sur tous les fleuves internationaux, par exemple le Frat, le Moyen-Orient ou d'autres fleuves, qui est que l'État qui se trouve le plus en amont est l'État qui est le plus favorisé. C'est-à-dire qu'il peut effectuer les ponctions qu'il souhaite il peut le faire sans tenir compte de l'avis des États qui sont situés en aval s'il a la capacité et la puissance de l'imposer. J'ai parlé de l'Euphrate tout à l'heure, c'est typiquement ce que la Turquie a fait aux dépens de la Syrie et aux dépens de l'Irak. C'est-à-dire des ponctions très importantes en Anatolie et une imposition de cette solution turque aux voisins qui n'ont plus que protester. Alors, par rapport au Mekong, on a cette problématique-là avec à ce stade, moins de brutalité, je dirais, mais une inquiétude effectivement des États qui sont situés en aval, et le Vietnam, de ce point de vue, est celui qui se situe en bas de la chaîne, bien sûr, des barrages qui sont construits pour exploiter cette eau, notamment en termes d'irrigation, en sachant que les questions de sécheresse commencent à se poser, le changement climatique, en tout cas qu'on perçoit comme tel, en tout cas, et clairement touche le Vietnam, mais touche aussi des États comme le Laos notamment. Donc la tentation de recourir aux ressources en eau est extrêmement importante. Mais je dirais que pour le moment, il y a des mécanismes de régulation qui ont été mis en place entre ces États et qu'on est plutôt dans le registre des discussions et des négociations, et pas dans le registre de l'affrontement. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Donc on n'est pas vraiment dans le champ de la géopolitique, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué directement. Oui. L'Indonésie qui est à côté, oui. Elle ne revendique pas des îlots. L'Indonésie
C'est la Malaisie qui revendique des îlots en mer de Chine méridionale. Il faut que je vais revenir. Voilà. L'Indonésie ne revendique pas d'îles qui relèvent des Spratleys. Du point de vue de l'Indonésie, il n'y a pas de revendication sur cet espace qui fait l'objet d'une conflictualité entre les États, les six acteurs que j'ai évoqués, c'est-à-dire la République populaire de Chine, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, les Philippines et Taïwan. L'Indonésie, du fait de sa position géographique, se trouve un peu en deçà. En revanche, l'Indonésie a un regard bien évidemment sur le détroit de Malacca, qui est un des objets géopolitiques aussi sensibles de cette région. Et simplement pour vous le rappeler, si vous savez, les États-Unis entretiennent une base aéronavale très importante à Singapour. Et Singapour est la porte du détroit de Malacca. Et alors, quelle est l'attitude des Américains vis-à-vis de ça, de ce futur conflit? La position américaine est très claire. Elle porte sur 2 points. Les Américains ne prennent pas parti sur le conflit lui-même, c'est-à-dire ne se prononcent pas sur l'appartenance des îles à tel ou tel État et considèrent qu'à un moment ou à un autre, il devrait y avoir une négociation et une validation au niveau international, éventuellement, de la répartition, de l'appartenance de ces territoires insulaires. En revanche, pour ce qui est de l'espace maritime, les États-Unis considèrent que le droit international doit s'appliquer et que, du point de vue du droit international, on est là sur des eaux libres. Et ces eaux libres le sont, y compris à proximité des îlots en question. Parce que ces îlots ne sont pas reconnus comme des îles sous souveraineté d'un État par le droit. C'est ce qui explique que la marine américaine effectue régulièrement des passages à proximité des îles qui sont tenues, contrôlées par les Chinois, provoquant immédiatement une protestation de la part de la Chine, dans une stratégie qui est de rappeler à la Chine que la position américaine est de refuser les prétentions chinoises à la souveraineté sur ces espaces. Voilà, donc la position est claire. Mais les Américains ne prennent pas parti sur le fond. Je dirais oui, je vais peut-être continuer sur ce qu'a dit votre réponse. C'est que dans le cadre d'une rivalité entre la Chine et les États-Unis, bien évidemment, la mer de Chine méridionale représente un des leviers sur lesquels Washington peut appuyer quand il le souhaite, et Pékin aussi d'ailleurs, pour provoquer ou pour vérifier ou tester la manière dont l'autre acteur répond. En 2014, les Chinois ont installé une plateforme de recherche pétrolière, de prospection pétrolière, sur l'île de Triton, que j'ai montré tout à l'heure avec l'inscription, à proximité de l'île. Et cette action, évidemment, a provoqué immédiatement une protestation du Vietnam et une action du Vietnam qui a envoyé des gardes-côtes. La Chine a à ce moment-là envoyé aussi ses gardes-côtes et on a eu un affrontement naval virtuel. C'est surtout donc un certain nombre d'unités navales qui se sont regardées en chien de faïence. Mais clairement, Pékin ne testait pas à l'œil, parce que les Chinois savent très bien ce que pensent les Vietnamiens à ce niveau-là. Je pense que cette action chinoise, je l'ai dit la dernière fois, est intervenue dans la continuité de ce que la Russie a fait en Crimée. Donc ces acteurs testent la manière dont ce qu'on appelle la communauté internationale est susceptible de réagir par rapport à ces actions, qui sont des actions de fait accompli. Et je pense que Pékin testait la manière dont les États-Unis allaient réagir. Et la manière dont les États-Unis ont réagi, elle a été intéressante. Parce que les États-Unis, donc on l'a vu à partir des années 2000, on a commencé à comprendre à Washington qu'il y avait un problème avec la Chine. Et le problème avec la Chine était le suivant, c'est que la Chine montait en puissance économique, ce qui ne pouvait que satisfaire tout le monde, et contenter tout le monde, mais que cette montée en puissance économique commençait à s'accompagner
d'une montée en puissance, je dirais, géopolitique. Le terme devrait être revu ou précisé. On a commencé à voir à ce moment-là, aux États-Unis, des publications, d'abord dans les milieux militaires, mettant en garde sur le fait que la Chine était en train de se transformer et que cette mutation pouvait porter préjudice aux intérêts américains. Et je rappelle, du point de vue géopolitique, l'Amérique est une puissance maritime, c'est une île, c'est purement une puissance maritime qui ne peut déployer sa puissance, sa capacité d'influence que par les moyens navals dont elle dispose, et ces moyens sont, on le sait, considérables, puisque ce sont les flottes américaines qui croisent sans arrêt, en permanence, sur les grandes mers du monde. Donc, ce qu'ont les Américains des milieux, notamment de la marine américaine, qu'on s'aperçoit à ce moment-là, c'est qu'il allait y avoir une interaction sur les espaces maritimes. Or, tout acteur géopolitique maritime déjà installé et déjà agissant sur un territoire ne peut que considérer comme problématique l'irruption d'un nouvel acteur dont on ne sait pas non plus ce qu'il veut. Or, la Chine est très énigmatique dans son projet, ou je l'avais dit la dernière fois, dans ses horizons géopolitiques. Un auteur fort connu a dit « Que veut la Chine ?» Un livre là-dessus, oui, c'est une question légitime. Que veut la Chine? Par contre, on voit les éléments objectifs qui nous permettent de voir que la Chine monte en puissance, sans savoir ce qu'elle veut exactement. Et ça oblige les autres acteurs à se positionner. Et effectivement, les Américains ont réagi. Et ils ont réagi de la manière suivante. Ils ont commencé à se rapprocher, enfin, ou à favoriser un rapprochement avec le Vietnam. Le Vietnam ayant la même préoccupation, a vu d'un bon œil du rapprochement avec les États-Unis, avec lequel les relations diplomatiques avaient été rétablies depuis 1995. La pierre d'achoppement, c'était les fournitures militaires. C'est-à-dire que les Vietnamiens souhaitent avoir du matériel militaire américain, et les Américains avaient mis comme condition, notamment le Congrès américain, que tant que la société vietnamienne, les autorités vietnamiennes plutôt, ne laissaient pas davantage d'ouverture à la société vietnamienne, donc ne démocratisaient pas davantage leur système, il n'était pas possible, en l'absence d'avancées dans le domaine des droits de l'homme, de fournir au Vietnam d'équipements militaires qui soient des équipements létaux. Donc, on sert dans la coopération militaire, mais la coopération militaire, je dirais, légère. Et en 2014, a eu comme conséquence que Barack Obama a pris la décision de passer outre ce qui était une condition jusqu'à là absolument incontournable de la part des États-Unis. Et les États-Unis ont annoncé qu'ils commençaient à fournir du matériel dit létal, notamment pour équiper les unités de la... Il n'y a pas de flotte vietnamienne, il y a des gardes-côtes, ce n'est pas une marine. Donc les gardes-côtes vietnamiens. Et il y a 2 ans, en 2016, tout le levier a été enlevé, et les Américains fournissent tout type d'armement si les Vietnamiens sont en mesure de le payer, ou éventuellement si la conflictualité avec la Chine change de niveau, les Américains fourniront ce qu'il faut aux Vietnamiens. En sachant que les Vietnamiens, pour eux, c'est une victoire, enfin au moins pour le régime, puisque ça reste un État totalement non démocratique, et que, en termes de droits de l'homme, quand on fait la veille annuelle, on voit qu'il y a d'énormes progrès qui sont encore à faire. Mais on est là dans la réelle politique. Et de ce point de vue géopolitique, ça se justifie totalement du point de vue de Washington. Oui? Le Laos et le Cambodge, comment ils regardent cette dualité entre la Chine et le Vietnam? Est-ce qu'ils ont des relations privilégiées avec l'un ou avec l'autre? Ils sont en position délicate, en fait. Alors, le Cambodge, j'ai dit dans son histoire, toujours, enfin, cette problématique est celle d'un État semi-enclavé, entre des voisins puissants, en tout cas, donc il doit tenir compte de cet équilibre des puissances. Par ailleurs, l'histoire pèse au Cambodge. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, même en simplifiant, on a vu qu'il y avait globalement une forme de méfiance au Vietnam, au moins du point de vue géopolitique par rapport à la Chine. Il y a au Cambodge, globalement, là aussi ça dépend des acteurs, des histoires, des individus, mais globalement une méfiance par rapport au Vietnam en tant qu'agresseur historique. Ce ressenti pousse selon la même logique. Nous avons vu, pour le Vietnam, par rapport à la Chine, le Cambodge a essayé
d'équilibrer ces relations entre le Vietnam et la Chine. Et ça a été le cas à l'époque de Sihanouk, ça a été le cas à l'époque des Khmers rouges, ça a été le cas avec Hun Sen, même s'il est issu de qui est l'actuel dirigeant, même s'il est issu des milieux pro-vietnamiens, et qui est revenu avec les Vietnamiens au Cambodge, il n'en demeure pas moins que le Cambodge est politiquement proche de la Chine, ou essaie de ne pas contrer la Chine. Et c'est extrêmement utile pour Pékin, parce que un des leviers sur lesquels le Vietnam et les autres États qui revendiquent des espaces sur la mer de Chine méridionale pourraient s'appuyer, c'est l'ASEAN. Or, l'ASEAN, dans ces 10 pays, il y en a quelques-uns qui sont beaucoup moins hostiles à la Chine que d'autres. Et le Cambodge fait partie de ces États. Et l'ASEAN est une organisation qui est d'abord à vocation économique, mais qui a tenté de s'impliquer un petit peu dans le conflit en mer de Chine méridionale, notamment en émettant des préconisations. Mais en 2014, si ma mémoire est bonne, le Cambodge, qui dirigeait, qui était à la tête de l'ASEAN cette année-là, a bloqué une déclaration finale qui critiquait la Chine. Donc on voit que le Cambodge essaye de préserver ses intérêts, et préserver les intérêts du point de vue cambodgien, ce n'est pas avoir de mauvaises relations avec la Chine. En ce qui concerne le Laos est encore plus enclavé que le Cambodge. Il n'y a aucune façade maritime, et le Laos exprime peu de points de vue politiques sur cette question. De toute façon, le Laos n'a aucun intérêt quelconque en mer de Chine méridionale, mais la position du Laos, dont je ne suis pas spécialiste, je précise immédiatement, est d'essayer d'équilibrer lui aussi des relations avec le Vietnam, qui s'est montré la puissance tutélaire du Laos tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, et la Chine, avec lequel il est frontalier, avec lequel il y a des dynamiques économiques qui se développent, qui sont utiles, qui sont intéressantes. Donc on a là des États qui sont dans des situations de prudence, et pas d'affrontement. Même le Vietnam ne cherche pas à affronter directement la Chine, quand la Chine ne le met pas en position de devoir l'affronter. Sinon, les Vietnamiens réaffirment leur position par rapport à la mer de Chine méridionale, mais ne provoquent pas les Chinois. La crise de 2014 était une provocation chinoise, mais avec une visée qui dépassait pour le moment le Vietnam. Oui. Il y a un acteur que vous passez sous silence, c'est Taïwan. Qu'en sera-t-il le jour où Taïwan sera revenu dans le giron de la Chine continentale? Ça, c'est la première question. Une autre question, c'est qu'espèrent trouver les Chinois dans ces eaux qui sont certes très poissonneuses, paraît-il? Est-ce qu'ils cherchent des gaz, etc. C'est ma seconde observation. Ma troisième observation, c'est que est-ce que l'avenir du Vietnam n'est pas d'être une tête de pont pour le dynamisme commercial et économique de la Chine, et d'imiter l'essor qu'ont eu ce qu'on a appelé les 4 dragons, que le Vietnam devienne un 5e dragon, point de vue économique. Beaucoup de questions, je vous remercie. Concernant Taïwan, Taïwan a une position qui est très ambiguë. Taïwan porte les revendications de la Chine, puisque Taïwan est la République de Chine, et que la République de Chine, en 1947, avait déjà revendiqué, considéré que ces eaux en mer de Chine méridionale faisaient partie de la Chine, c'était les eaux territoriales. Donc la position de Taïwan, en termes de revendication, est exactement la même que celle de la Chine. Au moins, je dirais théoriquement, je ne suis pas un spécialiste de Taïwan, mais ce que je lis et comprends de mes interactions avec des gens qui travaillent sur ces questions, c'est que les Taïwanais évoluent au fur et à mesure que l'aspect insulaire se renforce, l'autonomie, l'identité insulaire des Taïwanais se renforce à chaque génération, et la revendication, je dirais, qui est historique, qui était portée dans la foulée de la revendication de la République de Chine historique, pourrait avoir tendance à s'affaiblir. Je mets un bémol. Cela étant, on constate que les Taïwanais sont solidement implantés depuis 1955 sur une île, la plus grande, qui est une île, alors pour le coup, l'île de Ituaba, qu'ils ont renforcé leur présence récemment, qu'ils ont développé les infrastructures, compris les infrastructures militaires, et qu'ils l'ont fait notamment en utilisant des bateaux chinois. C'est-à-dire que les éléments pour développer ces infrastructures ont été en fait amenés par des navires civils, des navires marchands, mais de Chine continentale.
Donc, je ne sais pas si votre postulat que Taïwan sera réunifié à la Chine sera vérifié ou sera vérifié dans l'immédiat, je n'en sais rien. Parce qu'il y a de tellement forts enjeux stratégiques sur Taïwan que j'imagine que ça ne se ferait que dans la violence, la douleur. Mais en tout cas, il est clair que la position de Taïwan est d'être présent. Clairement, d'être un acteur présent, agissant, et qui parle, qui a un discours au sujet de la mer de Chine méridionale, mais un acteur ambigu, qui ne s'oppose pas directement aux autres acteurs, qui revendique l'espace, mais sans avoir les éléments, les moyens de ses actions. Donc voilà, Taïwan est présent, mais ce n'est pas la Chine. Après, par rapport à ce que veut la Chine, elle veut, de mon point de vue, la République populaire de Chine est intéressée à divers niveaux. Il y a des ressources en mer de Chine méridionale, il y a des ressources prouvées en hydrocarbures qui sont exploitées d'ailleurs par les Vietnamiens et par les Chinois, principalement au niveau des Spratleys. Il y a des ressources possibles au niveau des îles Paracel, au nord, mais compte tenu je veux dire, du volume énergétique qui est nécessité par la croissance chinoise, ce sont des ressources qui apparaîtraient comme relativement marginales. Mais il y a ces ressources-là. On soupçonne qu'il peut y avoir des nodules polymétalliques également, potentiellement. Il y a des ressources halieutiques, même si elles ont tendance, en raison de la surexploitation et de la surpêche, à diminuer. Donc il y a des ressources. Mais pour moi, c'est un des éléments, mais je pense que de ce que j'ai lu, compris des représentations chinoises, il y a d'abord une représentation symbolique. C'est-à-dire ce que veut la Chine, ou ce que souhaiterait la Chine, c'est que les acteurs reconnaissent la souveraineté de la Chine. Comme l'Empire voulait sa suzeraineté, quitte à laisser une forme d'autonomie, selon les époques, selon le moment, aux États qui étaient des États vassaux. Et on a vu que lorsque les Philippines ont changé de régime, on a eu Alberto Duterte, qui est devenu président, et qui, au début de sa présidence, a eu des discours tout à fait fracassants pour expliquer qu'il tournait le dos à l'histoire récente des Philippines, que l'alliance privilégiée avec les États-Unis s'était terminée, et qu'il allait se réconcilier les Philippines avec la Chine. Et on a, à ce moment-là, Duterte s'est rendu à Pékin, il y a eu un voyage qui a été mis en valeur, il a été célébré en Chine, et surtout ce qui est apparu après, au cours des discussions qu'ont eu Philippins et Chinois, c'est que les Chinois, au fond, demandent que les Philippins reconnaissent la souveraineté chinoise sur, par exemple, les sites d'Escarborough, et que, une fois cet élément ou cette condition remplie, les Chinois sont tout à fait prêts à ce qu'il y ait une exploitation conjointe. Donc le problème n'est pas un problème, je dirais, économique, n'est pas une revendication concrète, c'est symbolique. C'est la Chine qui retrouve la plénitude de sa puissance, et de cette puissance qui a été, on l'avait vu la dernière fois, en tout cas pour ce pays-là, qui avait été gravement entamée par ce que les Chinois ont considéré comme étant le siècle de migration. Or, dans les cartes qui représentent l'Empire Ming, la zone d'influence de l'Empire Ming, l'Empire Qing, pardon, les Mandchous, à leur plus grande extension, je rappelle qu'à cette époque-là, le territoire de l'Empire chinois faisait 12 millions de kilomètres carrés, contre 9,5 aujourd'hui. Donc c'était un territoire tout à fait gigantesque, mais l'influence de l'Empire s'étendait, au moins théoriquement, également sur les espaces maritimes. Donc il y a là la vision qu'il faut restaurer un équilibre politique qui a été un équilibre qui était l'équilibre naturel du point de vue de la Chine. Donc de mon point de vue, il y a surtout cet aspect symbolique qui pourrait être une des solutions. On pourrait considérer que les États de la région acceptent finalement une souveraineté symbolique, juridique de la Chine, et que l'exploitation devienne effectivement conjointe. Ça relève plus du vœu pieux, je pense, aujourd'hui, de le dire, mais ça répondrait à une partie des attentes de Pékin. Par rapport à votre troisième question, qui était sur le dragon. Le Vietnam est un petit dragon déjà, mais je pense que le Vietnam, oui, est déjà un débouché pour la Chine. Les entreprises chinoises, enfin la Chine a passé un cap puisqu'il devient
moins cher de produire en dehors de Chine maintenant que de produire en Chine. Or, les entreprises chinoises ont besoin maintenant, puisque l'économie chinoise monte en gamme et d'une économie d'assemblage veut monter à une économie qui produit ou qui fabrique des produits à haute valeur ajoutée, notamment technologique, et pour ça, il y a besoin de les assembler ou de faire fabriquer les composants les moins complexes ailleurs qu'en Chine parce que ça coûte moins cher. Et le Vietnam est un des États, pour quelque temps encore, où ça coûte moins cher. Donc le Vietnam est déjà débouché, ce qui explique, sur les photos que j'ai montrées quand il y a eu cette tension entre la Chine et le Vietnam, que des entreprises étaient des entreprises de Chine continentale. Les Chinois de RPC sont très présents au Vietnam, ils sont très actifs économiquement et ils ont fait l'objet donc de ces mesures de représailles. Mais je ne crois pas que ça puisse être un élément qui pèse face à ces représentations et ces enjeux stratégiques qui sont, du point de vue de Pékin, comme j'ai dit, beaucoup plus importants que la seule relation entre la Chine et le Vietnam. Mais les Chinois, à mon avis, les Chinois comme les Vietnamiens feront tout pour éviter de rentrer frontalement en opposition. Ça, on voit bien. On voit bien qu'on privilégie la coopération économique. Enfin, partout où on peut privilégier la coopération, on le fait. Mais sur les points de principe, on refuse de transiger, que ce soit au niveau de la Chine ou au niveau du Vietnam. Voilà ce que je peux répondre rapidement. Merci. Je pense qu'on peut... S'il y a encore une question, j'ai encore le temps pour une question, je pense. Est-ce que l'Europe a une position sur la situation géopolitique de la mer de Chine? L'Europe en tant que telle, je crois fort que l'Europe n'existe pas géopolitiquement parlant. L'Europe est un agrégat d'acteurs qui, eux, ont des intérêts, éventuellement, sur place. Je pense que l'acteur qui a le plus d'intérêt, enfin, les deux acteurs qui ont sans doute le plus d'intérêt ou le plus d'attention à ce qui se passe, je pense que c'est la France et la Grande-Bretagne. Il y a une raison à cela. C'est que si la Chine bouscule, continue à bousculer la situation et prend de l'ampleur, on est susceptible de voir l'évolution du droit international, l'évolution que certains acteurs appellent de leur vœu. On voit que certains acteurs considèrent que même le concept d'eau libre est dépassé, et qu'il faudrait aujourd'hui une répartition en fait, des espaces maritimes. Or, ce type de considération, ou alors d'autres considérations qui consistent à dire, au fond, la taille d'un État détermine aussi de manière corrélative l'espace maritime sur lequel il devrait pouvoir avoir une forme d'influence, ce type de considération peut être extrêmement dommageable aux intérêts des puissances maritimes actuelles, que sont les États-Unis, qu'est la France, qu'est la Grande-Bretagne également, et quelques autres États. Donc je pense que l'Europe, collectivement, oui, la Chine est une problématique. On le voit on l'a vu par exemple sur la question des panneaux solaires fabriqués en Chine, des accusations de dumping qui ont été générées en Europe, et le fait qu'il y ait des tensions actuellement, que Emmanuel Macron était d'ailleurs allé les porter en Chine, expliquant que la Chine ne voit pas assez son marché. Donc ça, on voit bien qu'il y a des problématiques économiques qui se posent, mais du point de vue géopolitique, il n'y a aucun discours collectif de l'Union qui se contente, lors de la rencontre annuelle entre l'Union européenne et la République populaire de Chine, de réaffirmer le fait que l'Union promeut le dialogue et la recherche d'une solution négociée dans le cadre de ce que définit le droit international. Donc il n'y a pas de discours de l'Europe en tant que tel, mais un discours ou une attention particulière par exemple de la France, je le sais, puisque j'interviens devant des cercles militaires de temps en temps, et je vois qu'il y a depuis quelques années, il y a une sensibilité particulière des milieux de la marine à ce qui se passe en Asie sur le terrain maritime, parce que ça intéresse directement la France, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi par le fait que les Français sont présents dans l'océan Indien, qui n'est pas extrêmement loin, et sont également présents en Nouvelle-Calédonie. On verra ce que donnera le référendum, mais pour le moment, ça reste un territoire qui est sous souveraineté française, et sont également présents en Polynésie. Donc on a là un certain nombre de... Alors si on se met à très très petite échelle, mais on peut se mettre à très petite échelle quand on a des acteurs qui projettent, dont l'horizon géopolitique se projette des milliers de kilomètres. Si on est responsable des intérêts militaires d'un État, à ce moment-là, on est obligé d'en tenir compte. Et je vois qu'effectivement, dans les milieux de l'armée française, depuis quelques années,
on commence à s'interroger et à suivre de manière beaucoup plus attentive ces questions-là. Parce qu'on sait que nos intérêts sont potentiellement impactés ou pourraient être impactés par ce qui se passe. Je vais m'arrêter là parce que effectivement je dois prendre